Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du mercredi 17 mars. Au sommaire aujourd'hui, de la lumière à Nyon avec le projet de centrale solaire citoyenne. La ville de Nyon met à disposition le toit du bâtiment scolaire du Rocher pour l'installation de 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. On en parle avec la société responsable du projet, Optima Solar La Côte. En sport, on prend de la vitesse avec le pilote Gaspard Le Gallet-Fray. Le Nyonnais participe à ses premières courses internationales. Objectif, 3 championnats, dont les championnats suisses en junior. Enfin, en culture, des nouvelles du Paléo Festival Nyon. En plateau, Mario Fossati, secrétaire général, qui revient sur le sondage du 18 février. Les festivaliers ont soif de musique et de festival, mais pas à n'importe quel prix. On en parle en plateau. À Nyon, une centrale solaire citoyenne est lancée. La ville met à disposition le toit du bâtiment principal de l'école du Rocher pour accueillir 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. La coopérative Optima Solar La Côte cherche 200 000 francs auprès de la population pour concrétiser ses plans. On en parle avec nos deux invités. Valérie Mausner-Léger, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable relations publiques. Quant à vous, Christophe Widmer, vous êtes secrétaire général de la coopérative. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors en quelques mots déjà, présentation, Optima Solar La Côte, qui est-ce que c'est ? Alors, c'est l'émanation de Demain La Côte, Demain comme le film Demain, La Côte pour notre district, et Optima Solar, c'est le nom de l'association fêtière qui regroupe plusieurs types de coopératives comme la nôtre. Alors, une centrale solaire citoyenne, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, dans Centrale solaire citoyenne, il y a Centrale solaire. Évidemment, on cherche à faire une grosse installation solaire. Ici, vous avez mentionné 800 mètres carrés. Ça sera un petit peu plus petit pour Gland. Mais en gros, c'est quelque chose qu'un particulier ne peut pas faire. Donc, nous, on investit un toit pratiquement de manière complète. Et puis, citoyenne, parce que c'est des citoyens qui s'engagent déjà à la base. Le comité est constitué de citoyens, bénévoles. Et puis, on cherche auprès des citoyens le financement. Donc, c'est des citoyens qui vont devenir coopérateurs et qui vont nous amener leurs économies à raison de 1 000 francs la part pour une durée de 25 ans. Oui, parce que c'est un projet qui existe déjà ailleurs dans la région, notamment à Gland, on y reviendra d'ici quelques instants. Mais pourquoi avoir justement intégré les citoyens à ce projet ? Qu'est-ce que ça amène de plus ? Alors déjà, c'est une aventure collective, donc c'est agir ensemble rend heureux, et on a besoin d'aventures collectives. Et puis on sait que quand on investit dans l'énergie, on a finalement une vision différente et on change de comportement. Et c'est ça qu'on veut induire, un changement de comportement pour la transition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met la main dans la poche, au porte-monnaie, il y a une contribution, un changement de mentalité ? Tout à fait. On s'approprie la transition énergétique, d'énergie renouvelable, et puis on change tout un tas de types de comportements, et c'est ça qu'on cherche à faire. Mais un peu plus gonflé, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas un peu justement du profit de demander aux citoyens de payer pour une telle installation ? Alors, les recettes sont limitées, mais je vais laisser Christophe en parler. Alors, c'est important que les citoyens s'approprient aussi l'énergie locale. Parce que l'énergie, elle appartient la plupart du temps à des entreprises, c'est eux qui vont nous la fournir. Et là, on est sur un modèle où on vise un peu plus de résilience locale, de l'énergie qu'on va se réapproprier en tant que citoyen. Et puis, effectivement, les coopérateurs, à travers l'argent qu'ils nous confient, ils deviennent copropriétaires. Et donc là, il y a aussi, je pense, un sentiment de fierté de participer à une aventure, qui est une aventure très locale, et qui n'y aurait peut-être pas si juste on confie de l'argent à une grosse société qui va aller installer des panneaux solaires n'importe où. C'est l'affaire de tous, finalement, c'est ce que vous nous dites. Alors, pour les gens que ça intéresse à la maison, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, en ce qui nous concerne, nous, on s'approche de propriétaires de toits. Alors, on est très content de commencer avec 2 communes. On trouve ça très vertueux. Surtout que les bâtiments qu'on nous a proposés, c'est des écoles. Donc, il y a une dimension pédagogique. Moi, il y a une grande fierté pour moi qui suis enseignant de commencer par l'école aussi où j'enseigne. Et puis, une fois que c'est fait, on va examiner le bâtiment. On a fait faire un rapport par un bureau d'études pour vérifier si l'autoconsommation est suffisante. Donc, on a un modèle qui tourne en fait à partir de l'autoconsommation. Donc, le but, c'est que le bâtiment lui-même consomme un maximum. Ça va être le gros de nos recettes, parce que la commune s'engage ensuite, propriétaire du toit, à nous racheter cette électricité. Ouais. Et donc, puis, dans les chiffres, ce que j'ai, c'est qu'à partir de l'automne 2021, la consommation annuelle aura 50 ménages, c'est juste ? Alors, c'est l'équivalent, la production de la centrale, ça va être l'équivalent d'à peu près 50 ménages. Et il y aura, dans les 2 centrales d'ailleurs, le bâtiment lui-même qui va consommer 50% de la production solaire sur l'année. Et puis ensuite, le courant qui n'est pas consommé va être injecté dans le réseau. Il profitera du coup aux gens qui sont aux alentours. Les électrons vont aller au plus rapide.
Et pour les gens qui souhaitent du coup s'engager, c'est des parts à 1000 francs, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut souscrire une part, 2 parts, 3 parts, maximum 10 parts. On souhaite favoriser un maximum de personnes et pas avoir quelques gros propriétaires finalement. Et puis à travers ça, ils ont accès à l'inauguration de la centrale, à des nouvelles, à notre assemblée générale. À Gland, quel bilan est-ce que vous en faites ? Alors à Gland, on en est à l'appel d'offres que nous avons lancé il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous rencontrons les fournisseurs et on table pour une installation à l'été. Peut-être pour ajouter que la lucrativité de la part est limitée à 2%, de manière à ce que si nos recettes et nos revenus sont suffisants et qu'on a des bénéfices supplémentaires, ils soient réinjectés pour alimenter d'autres toits et pour déployer finalement plusieurs centrales solaires citoyennes. Alors là, pour l'instant, c'est sur des toits d'école, mais justement, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de trouver des toits ? C'est une question de taille ? Alors c'est une question de taille, c'est une question d'autoconsommation. Il faut que le courant y soit idéalement consommé pendant la journée quand on produit. Si tout à coup le bâtiment est vide la journée et qu'il se remplit le soir, une centrale solaire le soir, c'est pas très intéressant. Donc il y a ceci. Ça prend du temps aussi de négocier ensuite les choses avec les propriétaires de toits. Les conventions qui nous lient, elles durent sur 25 ans, la durée de vie de la centrale estimée. Et honnêtement, ça prend des mois, voire presque des années des fois pour fignoler les détails d'une convention. Mais est-ce que nos toits, finalement, dans la région, peuvent recevoir de telles installations ? Est-ce qu'un particulier doit revoir tout le réaménagement de sa structure, de sa maison ? Alors, il y a des conditions techniques en termes de structure. Ça doit pouvoir supporter le poids. Il y a des questions d'accès ensuite au compteur électrique. Il y a des choses, évidemment, qui sont disqualifiantes ou au contraire qualifiantes au départ. Et puis ensuite, c'est effectivement l'utilisation du toit qui va faire un peu la différence. Pour l'instant, on est parti sur des toits de collectivité, ce qui, vraiment, comme je le dis, me semble très vertueux. Ça pourrait être des toits d'entreprise, ça pourrait être des PPE à l'avenir. On va examiner tout ce qui se présentera et on sera heureux d'examiner ça avec les gens intéressés. Valérie Mosner-Léger, vous me parliez tout à l'heure de Demain la Côte. On sait qu'aujourd'hui, il y a cette vague verte qui arrive, mais finalement, passer par les enfants, c'est aussi un avantage parce qu'il y a l'avantage qu'ils nous expliquent les choses peut-être plus facilement. Est-ce que c'était finalement une opération commerciale ? Alors, c'est une opération d'inclusion, puisque la transition, ce n'est pas les enfants seulement qui doivent la faire, on doit la faire tout de suite. On a finalement une représentativité très grande. On a à Demain la Côte comme Optima Solar des gens qui ont 15, 20, 25 ans, et puis d'autres qui ont 80 ans. Donc finalement, c'est toute la population qu'on met ensemble vers un projet concret, où l'inclusion est importante, et puis le résultat de produire de l'électricité, ça rend tout à fait fier. J'aimerais profiter encore de votre expertise, Christophe Widmer, en tant que professeur, justement. Pourquoi est-ce que ces panneaux photovoltaïques, en quelques mots, ça fait partie de la société de demain, selon vous ? Alors, c'est une partie de la société de demain, c'est une partie de la transition. Ça fera pas le tout. On va aussi devoir apprendre la résilience locale, de réduire un peu nos besoins en énergie, parce que le photovoltaïque ne pourra pas couvrir l'ensemble de nos besoins si on veut remplacer du charbon, du gaz, des choses qui sont très polluantes et qui sont utilisées dans les pays aux alentours. Du coup, le côté pédagogique, il est aussi pour apprendre aux enfants que la sobriété, elle sera importante dans le monde de demain. Et là, nous, on est en plein dedans. Le but de cette centrale, c'est pas de se dire qu'on va consommer le moindre électron qui en sort, mais au contraire de faire attention à notre consommation quotidienne. Et de faire mieux surtout, pour un aspect pratique, si on est intéressé à participer au projet, j'imagine qu'on trouve toutes les informations sur votre site internet ? Oui, tout à fait, Optima Solar la Côte. Et puis on va faire deux informations en ligne, séances d'information en ligne cause Covid. La première, c'est le 31 mars à 20h et la seconde, le 27 avril à 20h. Valérie Mosner-Léger, Christophe Widmer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. À bientôt. Merci à vous. Il vient de Nyon, il a 13 ans, il a décidé de se lancer dans le karting à haut niveau. En 2020, il a rejoint la Team Spirit et a participé à ses premières courses internationales. Il a pour ambition de disputer cette année 3 championnats, dont les championnats suisses en junior. Le pilote Gaspard Le Gallifret est avec nous sur NRTV. Salut Gaspard. Bonjour. Gaspard, dis-nous tout, pourquoi tu as choisi le karting ? Alors, une fois, mon grand-père m'a amené au karting dès que j'avais 13 ans. 9 ans, pardon. Ouais. Et puis, depuis tout petit, depuis 6 ans, mon grand-père m'avait montré le premier Grand Prix. Et j'ai direct adoré. J'ai commencé à regarder tous les Grands Prix. C'est quoi que tu as aimé, justement Cette adrénaline, en fait, dès que tu montes dans le karting,
et que tu as cette sensation de vitesse, cette sensation de dépassement, dès que tu dépasses le départ, l'adrénaline qui te monte au corps. Et j'ai adoré, et puis j'ai direct demandé à ma mère si je pouvais faire du karting de compétition. Elle a refusé. Mais un jour, en sortant de l'école, j'ai appelé Ken Alleman, le directeur de chez Spirit. D'accord. Et puis je lui ai dit... Donc le club où tu es en ce moment. Ouais. Et je lui ai dit, moi je fais du karting de location et puis j'adore ça et je voudrais monter au niveau supérieur. Il m'a demandé si je voulais venir faire des tests à Levier. Ouais. J'ai dit oui et du coup ma mère avait plus le choix et je suis partie faire des tests à Levier. Ah, t'as pas laissé le choix, t'as Ouais. dit moi c'est ça que je veux faire, alors j'y vais à fond. Voilà. La course, la vitesse, l'adrénaline, finalement c'est c'est ça. quelque chose que tu avais déjà aussi avec le ski. Il me semble que tu faisais Ouais. beaucoup de ski alpin et que finalement en fait tu as troqué les skis pour le casque. C'est ça. J'avais pas beaucoup de temps pour faire du karting vu que je faisais beaucoup de ski. Et puis direct, dès que je faisais du karting de compétition avec Spirit, j'ai décidé de lâcher le ski et de me concentrer sur le karting. Et le ski du coup t'en faisais un peu en mode compétition aussi Oui, j'en faisais beaucoup en compétition. J'ai fait les championnats de France Ouais. où j'avais terminé, c'était le 2006-2007. Et de 2007, j'avais terminé 25e au Coq d'Or. Au Coq d'Or. Et puis l'Étoile d'Or aussi. Et c'est... Et pourquoi tu as décidé de t'en séparer finalement et d'aller vers la course automobile plutôt? Comme je disais, l'adrénaline. Ouais, Et elle est puis, différente. Ouais, et puis cet esprit en fait de dépasser, d'être sur la piste avec quelqu'un d'autre, Ah, de ouais. dépasser, de se batailler avec lui. Puis au ski, j'avais pas ça, je trouvais pas cette sensation-là. Puis le ski, je voulais essayer de tester quelque chose de nouveau. Ouais. Et je me suis lancée dans le karting. Le sport, la course, la compétition à haut niveau, il me semble que ça vient de ta famille, il me semble que vous êtes une famille assez sportive et puis que c'est de là en fait que toi, ça t'est venu cette passion pour le sport. Ouais, ma mère, mes deux tantes ont fait beaucoup de cheval, Ouais. du coup en compétition, du coup on a très l'esprit compétition. Et du coup ça vient de ma mère et aussi de mon père qui est très compétiteur. Ouais. D'accord. Et tu es fan d'automobile aussi, de Formule 1. Ouais. Il me semble que tu suis en fait depuis petit. C'est quoi? C'est papa qui regarde la Formule 1 Mon ou grand-père. Ton grand-père? Il m'a montré mon premier Grand Prix à 6 ans. Et puis il m'a direct dit qu'il fallait que je sois pour Ferrari. Du coup maintenant je suis pour Ferrari. Et mon pilote préféré, Charles Leclerc. Ouais. Apparemment, tu es fan de Charles Leclerc. Ouais, j'ai créé une fanpage. Ah oui, carrément. Ouais. D'accord, ok. Donc la Formule 1, c'est mon idole. tu la regardes à la télévision, Ouais. etc. Pourquoi, du coup, tu n'as pas choisi la Formule 1? Pourquoi tu as choisi le karting? Parce que pour arriver en voiture, il faut commencer par le karting. Et puis j'espère, si je me débrouille bien en karting, monter en voiture. Ah, donc c'est ça l'ambition quand même. Ouais. L'ambition, c'est de monter en voiture et de finir en Formule 1. C'est pas garanti que j'y arrive, mais qui ne tente rien n'a rien. Ouais. Du coup, j'essaye. C'est bien, déterminé, Ouais. 13 ans. Et puis le karting, donc à haut niveau, tu as commencé donc l'année passée, en 2020. Donc tu as rejoint cette Team Spirit justement et tu as commencé tes premières courses internationales. En novembre 2020, tu t'es qualifié notamment pour la finale au Portugal des IM Euro Series. C'était sous la pluie battante. Raconte-nous un peu justement. Alors, je me suis qualifiée Enfin, j'étais pas directement qualifiée en finale, du coup j'ai dû faire la pré-finale où je partais en pole position. On était 35 en pré-finale et du coup j'avais un peu peur. Au départ, le deuxième il m'a pris devant, mais direct il fallait que je repasse devant. Du coup je suis repassée devant au deuxième tour. Et puis ensuite, quelqu'un d'autre m'a dépassé et j'ai fini deuxième du repêchage. D'accord. Et avec la pluie, ça te faisait peur aussi Non, franchement j'adore rouler sous la pluie. C'est des sensations incroyables. Mais moi j'aime vraiment rouler sous la pluie. Ouais, faut prendre plus de précautions ou... Non, C'est une conduite qui est différente, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est plus tu es agressif, plus ça chauffe les pneus, plus tu as plus de grip. Et c'est ça que j'aime, c'est être agressif, bien freiner, tourner. Ouais. C'est ce que j'ai aussi. Je suis bon sur la pluie, enfin je veux pas être. Mais je suis bon sur la pluie parce que Ken Alleman, le directeur de chez Spirit, il m'a beaucoup appris sur la pluie. D'accord. Lui, il est très très bon sur la pluie. Ouais. Et Nicolas Robasser aussi, vice-champion du monde. C'est mon coach de karting et puis il m'a aussi beaucoup appris sur la pluie. D'accord. Donc tu fais des courses maintenant à haut niveau, tu as décidé de te lancer là-dedans en rejoignant cette team. C'est pas trop compliqué d'allier les entraînements, les courses internationales, partir à l'étranger, etc. et puis l'école? Alors c'est compliqué, mais il faut faire avec. Du coup, je travaille 2 fois plus que les autres. Il faut que je rattrape mes cours. Ouais.
Mais ça va, je me débrouille pas mal. Enfin, dès que j'ai des jours de repos, c'est pas si je pars en Italie pour une semaine de karting, que lundi, mardi, je roule pas. Je travaille toute la journée pour rattraper mes cours de l'école. Parce que du coup, si tu travailles autant, c'est parce que tu as cette ambition en fait d'en faire ton métier finalement, d'être sportif de haut niveau et sportif professionnel. C'est ça. Mon ambition, c'est d'aller en Formule 1, mais si j'y arrive pas, il y a aussi plein d'autres voitures, la LMP, plein d'autres choses. Et puis, mon ambition, c'est d'aller en voiture. D'accord. Et toi, c'est une évidence justement de faire ça de manière professionnelle. À quel moment dans ta tête tu t'es dit, bon bah en fait, mon futur métier, c'est ça? Direct dès que j'ai commencé le karting. Ok, t'es monté dans le kart et puis... Dès que j'ai commencé le karting de compétition, ma première course, mon premier départ, j'ai direct adoré. Je suis tombé amoureux de ce sport. Gaspard, tes projets pour 2021, il me semble qu'il y a 3 championnats que tu prévois, notamment les championnats suisses en junior. J'ai les championnats suisses en OKJ. Mon but, c'est de gagner, mais il y a quand même des concurrents redoutables. Solide. Ouais. Et puis, je fais aussi la Vega Trofeo en X30 junior. C'est aussi de la gagner, ça, je pense que je peux le faire. Et les Euroséries, ça, c'est les championnats d'Europe pour X30. Puis, mon but, c'est de finir dans le top 15, top 20, top 15. Ok, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci d'être venu sur notre plateau sur NRTV pour nous parler de ta passion et puis du coup de ton futur métier, on l'a compris. Ouais. Donc pilote de karting, Gaspard Le Gallifret, tu es nyonnais, je le rappelle. Merci d'avoir été avec nous. De rien. Et puis à bientôt, on va suivre ton parcours alors. Ouais, merci beaucoup. Salut. Au revoir. Les festivaliers ont soif de musique et de fête, mais pas à n'importe quel prix. C'est ce que révèle le sondage lancé le 18 février dernier par Paléo Festival Nyon. On en parle avec vous. Mario Fossati, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du festival. Alors en quelques mots, en résumé, quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce que ce sondage révèle? Alors, la première chose, vous l'avez dit, c'est que les festivaliers ont soif de festival. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les gens ont envie de sortir, envie de faire la fête, de voir des concerts. Pas à n'importe quelles conditions. Donc, c'est un sondage qui a été fait autour de mi-février, qui a réuni à peu près... Enfin, il y a à peu près 16 000 personnes qui ont répondu, hein, c'est important. Et on voit que les gens, à certaines mesures, les mesures qui sont habituelles, qu'on connaît déjà, par exemple le port du masque, le gel, etc., sont plutôt bien acceptées. Les gens seraient prêts à les suivre pour pouvoir aller à un festival. Plus partagé sur la question des tests, surtout s'il fallait les payer. Et puis sur la vaccination, on est un peu moitié-moitié. C'est un peu le débat qu'on trouve dans la société d'ailleurs. Hein. Et quand on compare les mesures, une des mesures qui est la moins plébiscitée, on va dire, c'est le fait d'assister assis à des concerts. Les gens ne se sont pas formellement opposés à ça, mais à choisir, ils préfèrent être debout, évidemment. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous allez laisser tomber les concerts, place assise? Non, non, parce que pour l'instant, on s'est basé sur les normes qui étaient en vigueur en septembre dernier. Et puis, on voit que la question de la place assise, elle est liée à la question de la traçabilité, à la question de savoir où sont les gens dans le public, et puis qui ne se mélangent pas. Et donc on voit dans les pays qui nous entourent, qui ont commencé à annoncer des possibilités d'ouverture pour l'été prochain, c'est toujours avec des places assises. Alors, ce qui est intéressant, si on compare votre sondage à celui des Eurockéennes, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, tout à fait. Voilà, il y a une certaine contradiction, notamment avec la présentation des tests Covid. Chez nous, on ne l'accepte pas. En France, on l'accepte. Comment est-ce qu'on explique cette différence de mentalité? Est-ce que vous vous êtes posé la question, du coup? Je ne connais pas les conditions du sondage des Eurockéennes. Je sais par contre quelle est la position politique des Eurockéennes, qui est de faire à tout prix un festival normal et de prouver aux autorités que c'est possible et que le public serait prêt à le faire. Donc je ne connais pas exactement le détail des chiffres et la manière dont ça a été calculé. Mais on a l'impression que c'est pareil chez Paléo, que vous voulez le faire à tout prix. Absolument, Ouais. mais on n'a pas le même rapport avec les autorités. On n'est pas dans un bras de fer avec les autorités actuellement. Par contre, sur la question des tests, alors les chiffres, il faut les prendre avec précaution parce que c'est une photographie à un moment donné. Je pense que c'est des notions qui évoluent très vite, presque de semaine en semaine, hein, dans la perception. Par exemple, quand on a fait ce sondage, il n'y avait pas la question que l'État couvre les frais des tests. Aujourd'hui, ce serait une possibilité. On voit bien que les gens n'auraient pas été prêts à payer le prix d'un test pour pouvoir venir à un festival. Donc je ne sais pas quelle serait la réponse aujourd'hui. Mais on voit bien que
Les gens ne sont pas prêts à n'importe quelle mesure et à devoir faire et un test et pourquoi pas un vaccin et encore mettre un masque et rester assis. Il y a une dimension aussi festive, simplement sociale. Si on vient dans un festival comme le nôtre, c'est aussi pour sa dimension sociale, festive. Et il faut quand même que ça puisse rester un minimum, sinon ça n'a pas de sens. Ouais, une certaine notion de liberté qu'on a perdue et à laquelle Absolument. on veut revenir. Oui. Autre chose qui est intéressante, justement, toujours chez les Eurockéennes, c'est les gens ne sont pas prêts à venir s'il n'y a pas de buvette. À Paléo, sans buvette, sans restauration. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer? Est-ce que vous êtes du coup... Non. Ouais. Non aussi. Franchement, non. C'est radical. Ouais. Mais par contre, ça, c'est pas tellement une question qui est... Dans les discussions qu'on a avec les autorités, c'est vrai que ça n'a jamais été abordé sous cet angle-là. Mais d'ailleurs, en France, c'est aussi une décision politique parce que, pour le moment, le gouvernement français, comme il se projette sur l'été, ne pourrait pas annoncer qu'on ouvre les restaurants et les buvettes alors qu'actuellement c'est fermé dans le pays. Mais les organisateurs français se comptent bien sur le fait que ça s'ouvre d'ici l'été prochain. Non, pour nous, la question est plutôt de savoir à quelles conditions sanitaires, jusqu'à quelles conditions sanitaires le public serait prêt à vivre l'expérience d'un festival. En quoi ce serait encore l'expérience d'un festival. Et on voit quand les gens disent qu'ils ont faim de festival, qu'ils ont envie de venir, etc., ils se projettent quand même dans ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire le paléo habituel. Et on n'aimerait pas les décevoir. C'est peut-être notre enjeu actuellement, c'est ne pas vendre des billets sur un malentendu finalement. C'est-à-dire aujourd'hui, encore beaucoup de travail qui vous attend, cette 45e édition parallèle. En voyant ces résultats-là, est-ce que vous êtes rassuré ou pas vraiment ? Rassuré, non. Ça ne nous ferme pas la porte non plus à organiser quelque chose, mais c'est plutôt une base de discussion avec les autorités sanitaires. D'ailleurs, on l'a partagé largement avec les autorités, ce sondage, parce que c'est une réflexion sur le fait que même si d'un point de vue sanitaire, certaines mesures se justifieraient, il faudrait encore qu'on puisse les appliquer d'un point de vue de l'organisation, et puis que le public et nos bénévoles soient prêts à les accepter. Sinon, ça n'aurait pas de sens d'organiser un festival. Alors on sait que, vous nous avez dit que ça serait silence radio jusqu'à, je crois, environ avril, moment où vous attendez au maximum d'attendre pour avoir justement ces nouvelles décisions. Mais là, dans les grandes lignes, le paléo que ce public-là vous a dessiné et celui que vous pouvez justement proposer, c'est lequel ? Le paléo alternatif qu'on a annoncé il y a quelques semaines, on continue à travailler dessus et ça prend vraiment forme. Que ce soit en termes des espaces, que ce soit en termes de la programmation. On est dans l'attente, et les artistes aussi, puisqu'on ne peut pas confirmer encore la tenue du festival. Donc les artistes nous ont confirmé leur intention, mais ne nous ont pas fermement dit qu'ils viendraient, puisqu'ils attendent de savoir. Donc on est un peu tous dans l'attente, mais c'est à l'échelle européenne, tous les artistes, tous les organisateurs sont dans cette attente. Mais on a encore eu des séances ce matin, ça s'annonce bien, ça va être chouette. Franchement, ça va être un beau festival si on arrive à le faire. Et donc, on continue à y travailler, oui. Ouais, c'est-à-dire que c'est une autre manière de vivre le festival avec des vraies expériences, peut-être d'autres manières de vivre la musique ? Alors, si être assis, c'est une autre manière, oui. Mais sinon, on travaille quand même sur des artistes qui étaient déjà programmés précédemment chez nous, qui auraient dû venir. Et donc, certains envisagent d'adapter leur spectacle, d'autres ont des spectacles qui s'adapteraient bien. Alors, c'est une autre manière de voir le spectacle, mais qui s'adapte bien des places à des salles assises. Peut-être même pour certains spectacles, ce sera une meilleure qualité d'écoute. Mais est-ce que c'est aussi votre rôle aujourd'hui en tant que paléo, en tant qu'organisateur de festival, d'éduquer, j'aime pas trop ce mot, les artistes, mais de leur dire, voilà, allez-y, proposez autre chose, affranchissez-vous des barrières, osez proposer peut-être quelque chose de plus vivant ? Alors, je ne pense pas que notre rôle soit d'éduquer quiconque. Par contre, de proposer, oui. C'est vrai qu'on est dans un dialogue avec les artistes, on leur propose d'autres configurations de salles, on leur montre ce qu'on imagine faire. Et on voit que certains artistes, même des artistes qui n'étaient pas programmés chez nous, ont annulé leur tournée de l'été prochain telle qu'elle était prévue et commencent à imaginer un spectacle adapté à des configurations différentes, notamment des salles plus petites et assises. Ouais. Enfin, la question du quand est-ce qu'on aura une réponse définitive? À quoi est-ce que tout le monde saura à quoi va ressembler Paléo? C'est quand? Le fin mars. Fin mars. Ouais. Alors, on est obligé de décider, nous. Ouais. Même si on sera probablement encore dans pas mal d'incertitudes fin mars, on sera à 100 jours du début du festival. Et donc c'est le minimum dont on a besoin pour pouvoir le mettre en place. Donc en interne, on a convenu qu'à la fin du mois, on déciderait si on y va ou si on abandonne.
Voilà, une bonne nouvelle. Bon, on abandonne, donc quand même vous y revenez. Il y aurait encore cette possibilité-là, ça m'étonne. Ça reste toujours. Ça reste, d'accord. Encore une fois, on voit qui s'attendait à ce que les vacances de Pâques soient en confinement, que certains pays referment entièrement, etc. Il y a encore un mois. Chaque fois, ça fait quand même un an qu'on a à la fois l'espoir de voir le bout et la déception de se rendre compte qu'on n'y est pas encore. Donc, non, bien sûr que c'est toujours une possibilité qu'on abandonne. Bon, on va rester sur l'optimisme. Mais c'est une possibilité qu'on le fasse, voilà. exactement. Oui. On va le faire, Spaléo. Mario Fossati, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. C'est tout pour la quotidienne du 17 mars. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Ce soir, la place du village vient à vous avec des débats organisés pour les villes de Nyon et Prangin. Et jeudi, honneur aux villes de Gland et Rolle. Rediffusion sur notre chaîne Nyon Région Télévision. Excellente soirée à tous. À demain.